Bonjour à tous et bienvenue. Il y a quelques mois, avec mon épouse, nous avons décidé de commencer à donner de l'argent de poche à nos enfants. Et ce, malgré les terribles risques encourus. Voilà. Et j'en ai 3 comme ça à la maison, moi. Néanmoins, on ne s'est pas lancé dans l'aventure comme ça. On a commencé à regarder d'abord ce qui s'en disait dans la littérature. Et on a découvert un consensus autour de 5 règles que nous avons décidé de suivre. La première, elle concerne la quantité d'argent qu'on peut donner aux enfants. En fait, elle est libre. On fait en fonction de ce qu'on veut et ce qu'on peut. La deuxième, c'est la fréquence à laquelle on va distribuer cet argent de poche. On pourrait penser à 1 fois par mois. En fait, il vaut mieux 1 fois par semaine parce que c'est plus proche de leur échelle de temps. Là, on est en train de parler d'enfants de 10 à 12 ans, enfin maximum. Et pour les potios, c'est un peu compliqué déjà, cette échelle-là. Ensuite, c'est un argent de poche qu'ils vont recevoir toutes les semaines. Même s'ils ont fait une bêtise ou une très grosse bêtise, on ne les privera pas de leur argent de poche. Ils le posséderont toujours. De la même manière, ce ne sera pas non plus une rémunération. L'apprentissage de la valeur du travail viendra plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser à la valeur de l'argent. Et enfin, la dernière règle, et c'est la plus compliquée pour les parents, ils dépensent leurs sous comme ils veulent. Sauf peut-être en alcool, drogue, petits plaisirs récréatifs. Ils dépensent leurs sous comme ils veulent. Donc il va falloir qu'ils apprennent, s'ils veulent acheter quelque chose de gros, d'économiser pendant un certain temps, et que s'ils dépensent tout le temps plein d'argent, ils ne pourront pas s'acheter certaines choses. L'idée de tout ça, c'est de pouvoir faire comme les grands. Et je me suis dit, quitte à faire comme les grands, est-ce qu'on ne pourrait pas pousser l'idée un peu plus loin? Et c'est comme ça qu'est née l'idée du distributeur automatique d'argent de poche pour les enfants. Ils auraient une petite carte insérée dans la machine, taperaient leur petit code secret en suivant des instructions à l'écran, et regarderaient la machine se mettre en branle et distribuer les pièces d'argent. La première partie qui m'intéressait dedans, justement, c'est cette partie-là. Comment est-ce que physiquement, je peux prendre une pièce de monnaie et la distribuer à l'enfant? Parmi les différents mécanismes que j'ai étudiés, que j'ai pu regarder, celui que j'ai retenu, c'est le mécanisme de bielle-manivelle. C'est un mécanisme qui permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation. Le mouvement de rotation est animé par un servomoteur, c'est le petit truc bleu qui est en bas là. Un servomoteur, c'est juste un moteur à qui on dit va à telle position, il y va, il s'y maintient. Donc là on lui dit va à 180 degrés et puis il revient à ta position de départ. On a le premier élément qui tourne là-bas, c'est la manivelle, qui va transmettre le mouvement de rotation à une bielle qui est en bleu, qui elle va effectuer la transformation du mouvement. Et enfin, en extrémité, on a le poussoir qui lui va s'occuper de pousser les pièces de monnaie qui se trouvent en face de lui. Donc on a une pile de pièces, le poussoir pousse la pièce du bas, il se recule, ça descend d'une pièce, on pousse, ça descend et ainsi de suite. Ce mécanisme, je pourrais faire un talk rien que sur ça. C'est hyper riche, il y a plein de choses dessus. Il y aurait plein de trucs à vous raconter. D'ailleurs, si vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans la bielle bleue, vous reviendrez me voir à l'office hour, je vous raconterai tout ça. Mais déjà, il y a l'aspect conception de la pièce. Et c'est une pièce qu'on va fabriquer, qu'on va concevoir sur un ordinateur, mais après on va pouvoir la fabriquer pour de vrai. Moi, la méthode que j'ai employée, c'est une imprimante 3D. Alors le principe d'une imprimante 3D telle que moi j'utilise, on va prendre un volume, une pièce en 3D, on va la fournir à un logiciel qui s'appelle un slicer, on va découper la pièce en fines tranches, et ensuite on va donner tout ça à la machine, à l'imprimante 3D. Elle va prendre la première couche, la poser sur le plateau d'impression, monter d'un cran, prendre la deuxième couche, l'imprimer, et ainsi de suite. Le truc, c'est que, en fonction du mécanisme, du moyen qu'on emploie pour pouvoir imprimer les pièces, il y a des inconvénients qui vont venir avec. Si on prend par exemple les petits clips ici, ce qui sert d'axe rose qui relie les différents éléments, on peut la présenter au slicer de différentes manières. Sur la première manière, à gauche, c'est celle qui est la plus naturelle, c'est celle par laquelle j'ai commencé. Et en fait, on voit que si on appuie sur les extrémités, là, il y a les couches qui sont empilées dans le sens comme ça. La phase d'adhésion entre 2 couches est beaucoup plus faible que le point de rupture du plastique dans sa longueur. Donc là, quand on va appuyer sur les extrémités, ça va casser. Et en plus de ça, au niveau des petits grips en dessous, on va imprimer dans le vide. On ne peut pas imprimer dans le vide. À moins de fabriquer une colonne de matière, c'est du plastique qu'on va jeter, qui peut abîmer la pièce aussi, ça peut abîmer l'état de surface, même s'il y a des techniques pour améliorer ça. Donc on va essayer de la tourner pour que les axes soient plus dans la longueur du filament. Sauf que là, maintenant, on voit que c'est le petit plat derrière, le rond derrière, qui va être fragile. En plus, c'est une pièce qui est très très fine, et elle a toutes les chances de se casser au moment où on va l'insérer. En plus de ça, on va avoir du support. Donc le support, c'est ce qu'on voit en bleu et en turquoise. Donc c'est de la matière qu'on doit ajouter pour servir d'appui aux éléments qu'on va vouloir imprimer dans le vide. Donc il faut réussir à enlever celui du milieu, celui du bas, il risque de casser un peu la pièce et ça casse un peu. En fait, la bonne façon d'imprimer, c'est la dernière façon. De cette manière-là, aussi bien le plateau, en fait, tous les éléments de la pièce qui sont soumis à des contraintes mécaniques sont faits dans le sens du filament et comme ça, c'est bien résistant. Le seul inconvénient qui reste, c'est qu'il y a un peu de support. Alors moi, je l'ai imprimé comme ça, et en fait, une autre façon, on peut très bien tronquer le haut et le bas. On a 2 méplats, on pose ça à plat sur l'imprimante, et on n'a plus du tout de problème. Ce clip, il sert à assembler les différents éléments du mécanisme bielle-manivelle, mais le servomoteur, les pièces de monnaie, il faut aussi pouvoir assembler tout ça dans un ensemble. Donc on fabrique un support qui va servir, sur lequel on va venir fixer le servomoteur.
sur lequel on va venir ajouter notre mécanisme lié à la manivelle. Et en face, on a une colonne de pièces qui va venir servir de réservoir de pièces. Le diamètre intérieur du cylindre va dépendre du diamètre des pièces, parce que si on fait un cylindre qui est trop grand, les pièces sont un peu en vrac comme ça, c'est pas très joli. Et puis il faut qu'il soit suffisamment grand, parce que sinon les pièces se coincent en biais, comme ça, c'est pas rigolo. Alors ça aussi, c'est un sujet à part entière. Il y a des trous qui traversent le cylindre, il y a une rainure, tout ça, c'est aussi une raison. Vous pourrez venir me voir si vous êtes intéressé. Ce mécanisme-là, il permet de distribuer la pièce d'argent. Maintenant, il faut savoir quelle quantité d'argent on doit distribuer. Alors moi, j'ai 3 gamins, chacun a une quantité d'argent différente, et il faut pouvoir stocker ça quelque part. On va stocker ça dans une carte à puce. Alors pourquoi une carte à puce? Parce qu'en fait, quand j'étais gamin, mon cousin avait fait un projet avec ça, et depuis, je rêvais d'utiliser des cartes à puce. Donc j'ai utilisé une carte à puce. Néanmoins, j'ai failli céder aux sirènes du RFID, parce que j'arrivais pas à trouver de librairie, de bibliothèque qui implémente le protocole de communication avec cette carte à puce. C'est un peu touchy, le faire soi-même, c'est un projet en soi, c'est compliqué. Et j'ai fini par trouver, j'en ai testé une, ça marchait pas, une deuxième, ça marchait pas, la troisième, je suis revenu dessus, ça marchait, elle marche nickel, c'est super. On va relier cette carte à puce à notre système en utilisant un connecteur, c'est juste un petit boîtier avec des petites lamelles qui vont rentrer en contact avec les pattes de la carte à puce. Sur cette carte à puce, on va stocker la somme d'argent qu'on veut distribuer pour l'enfant, mais on va stocker aussi son prénom pour pouvoir afficher des messages personnalisés, et on va stocker également le code secret. Comme ça, la petite sœur ne pourra pas venir piquer la carte de sa grande sœur pour prendre son argent. Une fois qu'on a ça, il va falloir interagir avec les enfants pour qu'ils puissent taper leur code, suivre les instructions. Donc on va utiliser un écran LCD et un clavier matriciel. L'écran LCD, moi j'en ai pris un gros en général sur des projets de ce type-là, des hackers, ce sont des écrans qui sont plus petits. Le truc c'est que comme les enfants sont en train d'apprendre la lecture, ils n'ont pas une lecture qui est très fluide. Et sur des petits écrans, on va être obligé d'utiliser le défilement automatique. Et ils n'auront pas le temps de lire et de comprendre les messages qui s'affichent. Donc j'ai pris un gros écran, et en plus de ça, sur le projet, c'est un peu plus sympa d'avoir un écran qui est plus gros. Le clavier matriciel, il va servir à saisir le code et d'autres choses pour interagir avec la machine. C'est très simple, ce sont juste des interrupteurs, là il y en a 16, qui sont reliés en colonne et en ligne. Et le principe de lecture, c'est qu'on va alimenter chaque colonne les unes après les autres très très rapidement, et chaque fois qu'on alimente une colonne, on va regarder quelles sont les lignes qui sont activées. Et on peut du coup détecter les touches, et je dis bien les touches, c'est-à-dire qu'on peut faire des combinaisons de touches, ça marche très bien aussi. Tous ces périphériques-là, avec les servomoteurs, la carte à puce, tout ça, il va falloir les contrôler, il va falloir les manipuler, et on va utiliser un Arduino Nano. On pourrait utiliser du Raspberry Pi, on pourrait utiliser des cartes Galileo, on pourrait utiliser plein de choses. Moi j'utilise Arduino parce que j'ai un petit faible pour Arduino. Et ici c'est un Arduino Nano, il est tout petit, c'est très facilement intégrable dans un projet. Et il a un grand nombre de broches. Alors il y a un grand nombre de broches, de broches d'entrée-sortie, mais il n'en a pas tant que ça non plus. Quand on prend l'écran LCD qui a besoin de 7 broches, quand on prend le clavier qui en a besoin de 8, la carte à puce qui en a besoin de 6 ou 7 je crois, on arrive vite à saturation, on se dit bon ben finalement mon projet je peux pas le faire, je vais être embêté. Alors à partir de ce moment-là on fait un truc de dingue, de folie. On ouvre la documentation et on découvre qu'il existe un protocole de communication qui s'appelle le I2C. C'est un protocole série du même type que ce qu'on peut trouver sur un port USB. Il y a 2 broches, et avec 2 broches, on est capable de connecter jusqu'à 128 périphériques différents. Quand on continue à chercher un peu, on voit qu'il existe un petit module pour l'écran LCD qui permet justement d'interagir avec l'écran LCD via du I2C. Donc j'ai pu économiser 7 broches, enfin 5 broches, et en plus de ça, moi je connecte également une horloge temps réel pour pouvoir afficher l'heure et faire quelques contrôles pour éviter que les enfants y hackent la machine. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on a acheté tout ça sur AliExpress, c'est pas bien, et on reçoit tout ça, il va falloir prototyper, essayer de manipuler la machine, essayer de la faire fonctionner. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des plaquettes lab pour les Français, des breadboards pour les anglophones, et à la fin, le projet il ressemble à ça. Donc vous avez ça à côté de votre bureau. Sur un projet final, c'est pas vraiment utilisable. Quand on s'approche un peu des câbles, il y a les servomoteurs qui commencent à danser la Java alors que c'était pas du tout programmé. Il se passe des choses un peu bizarres, donc il va falloir passer à une étape supplémentaire pour en fait, fabriquer notre carte mère. Pour que tous ces composants-là, on puisse les souder sur une carte mère. On va appeler ça un PCB. Et pour le faire ça, on va passer dans un logiciel qui va permettre de dessiner le schéma électronique de notre projet. Moi, j'utilise EasyEDA. On pourrait utiliser KiCad, qui est open source. On pourrait utiliser Eagle, qui est hyper connu dans le milieu. Moi, j'ai choisi EasyEDA parce que d'une part, il est en ligne, donc je pouvais m'en servir de partout sans même forcément avoir ma machine. Et il a une librairie de composants qui est bien achalandée, il y a beaucoup de composants dedans. Et également, il y a les étiquettes netlist. Les étiquettes netlist, ce sont les petits triangles, les petites flèches bleues qu'on voit. Le principe d'utilisation, c'est que si on a plusieurs étiquettes qui portent le même nom sur un schéma, elles sont toutes reliées électriquement. Ça permet d'éviter d'avoir plein de câbles qui se croisent d'un peu partout, où c'est difficile d'interpréter le schéma, et de le découper de manière fonctionnelle. Donc du coup, on retrouve bien l'alimentation d'un côté, l'écran LCD, le clavier, et tous les éléments qui composent le projet. Une fois qu'on a ça, on va passer à une étape suivante qui est le routage. Le routage, c'est ce qui va permettre d'obtenir le schéma de notre carte mère, notre PCB, qu'on va vouloir imprimer sur une plaque de cuivre. Et ça donne ça.
Alors au départ, on n'arrive pas directement là-dessus. On arrive là-dessus, on a des composants qui sont un peu en vrac, qui sont reliés par des fils bleus très très fins, et le principe c'est de placer les composants sur l'écran, et puis d'essayer de faire en sorte que les fils bleus ne se croisent le moins possible, et de dessiner nos pistes. Donc les pistes, ce sont les traits bleus épais qu'il y a là. Et la première fois, ça ne marche pas. En fait, il faut faire des allers-retours entre le schéma électronique et puis le PCB, le routing, pour pouvoir changer les pattes. Sur l'Arduino, les pattes ont plusieurs fonctionnalités, et on peut intervertir les étiquettes netlist pour pouvoir décroiser les pistes. Au bout d'un certain nombre d'itérations, on arrive enfin à cette partie-là. Là on va passer à une étape assez dangereuse, on va faire de la chimie. Quand on fait de la chimie, on fait super attention. La première étape de l'impression du circuit imprimé, ça va consister à imprimer sur un papier glacé avec une imprimante laser ce schéma-là. Et il va falloir le transférer sur la plaque de cuivre qui va être notre carte mère plus tard. Et on va utiliser un produit chimique. Alors je vous dis, ce sont des produits qu'on peut faire à la maison, on a besoin de plein de matériel, mais par contre celui-là est hyper dangereux, parce que quand vous allez le piquer à votre chair et tendre, ça ne va pas forcément lui plaire, surtout pour les bêtises que vous avez envie de faire avec. Alors je rigole qu'à moitié, parce que c'est vraiment le produit qu'on utilise, c'est le Jemé Balbeline, je ne suis pas sponsorisé, et c'est pas la bouteille bleue, c'est la bouteille rose, et ça marche très très bien derrière. On va le mettre sur le circuit imprimé, on va mettre notre papier qui est imprimé dessus, on attend un petit peu, on pèle le papier, et on a comme par magie le circuit électronique qui est posé dessus. Après cette étape-là, on va passer par différentes étapes, on nettoie un petit peu et ensuite on va le mettre dans un produit qui va venir manger le cuivre. En fait, le toner de l'imprimante qui est déposé sur le circuit imprimé, il protège le circuit imprimé, il protège le cuivre. Et quand on va plonger la plaque dedans, c'est du perchlorure de fer, qui tâche beaucoup, c'est pareil, il ne faut pas faire les tâches sur la moquette. Ça va manger tout le cuivre qui n'est pas recouvert de toner. Et on obtient ça. Alors on obtient ça à peu près, le cuivre c'est rouge, ici c'est une couleur plus argentée parce qu'on l'a passé dans un bain à froid d'étain qui permet de protéger le cuivre, d'éviter qu'il s'oxyde de derrière. Donc là on a le circuit imprimé, on va le percer, on va souder nos composants dessus. Alors moi, c'est pas des composants directement que j'ai mis des connecteurs, comme ça me permet d'enlever et de remettre les périphériques facilement, et puis avec des petits trompeurs pour pas que je fasse d'erreur, j'ai grillé des servomoteurs comme ça. Et ça donne ça. Donc là, on a le circuit imprimé avec l'Arduino qui est au milieu. On peut l'enlever, hein, il est branché sur des petits supports exprès. Et on a notre carte qui est quand même vachement plus propre que le plat de nouilles qu'on avait tout à l'heure avec les breadboards. Et ça marche très bien. Une fois qu'on a ça, on a notre petite carte mère, on a l'écran, on a le clavier, on a tous les éléments qui composent le projet. Et on a bien envie de venir les mettre dans un boîtier qui soit joli. Donc on va aller dans Fusion 360, hein, c'est le logiciel que moi j'utilise, que j'ai utilisé pour faire le mécanisme au départ, et qui va me servir pour tout le reste. On peut utiliser d'autres choses, on peut utiliser Blender, on peut utiliser SketchUp, on peut utiliser plein de choses, il y a même des logiciels en ligne, même pas d'ailleurs, qui permettent de dessiner les pièces en programmant, en faisant vraiment du paramétrique. Et on pense bien à la manière dont on va imprimer nos pièces, pour pas qu'il y ait de porte-à-faux, pour que les résistances mécaniques elles soient bonnes par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Après moult essais, donc on design dans Fusion 360, on découpe des éléments, on les imprime, on vérifie que ça s'emboîte bien, parce que ça ne marche pas toujours très bien. Une imprimante 3D comme j'ai, ça a une certaine tolérance, en fait, une certaine précision sur les dimensions. Et quand vous faites un trou par exemple d'1 millimètre, il ne fait pas vraiment 1 millimètre, il est un peu plus petit. Donc quand vous voulez mettre une vis dedans, bah, ça force un peu, c'est compliqué. Et vous ne voulez pas non plus que ce soit trop baillant, que ça joue trop, que les pièces elles bougent un peu dans tous les sens. Donc on fait pas mal d'essais, et une fois qu'on a fait notre conception, on a notre boîtier. On a le boîtier en 3D, et puis quand on a ça, on passe quelques heures ou quelques journées à imprimer, surtout quand on est à la campagne et qu'on a des coupures de courant et que la pression ne va pas reprendre derrière. Et on a ça. Donc ça c'est ressemblant, hein, et quand on a ça, on a envie de jouer avec. Alors on va regarder un peu comment ça marche. J'espère que ça marche. Ouais. Donc c'est pas un tour de magie, j'ai rien dans les mains, j'ai rien dans les manches. Donc la machine nous parle, elle nous cause, elle nous dit d'insérer la carte. Donc l'enfant voit qu'il faut insérer sa carte, il prend sa carte à puce, il l'insère dans la machine va l'identifier. C'est RGPD, hein, ça sort pas. Hein. Et il saisit son code, le code est bon, mais il pourrait être faux, hein, donc on gère tout ça, hein, si le code est faux, etc. Il retire sa carte, on lui indique la quantité d'argent qu'il distribue, et les pièces sont poussées dans une rainure. Donc les pièces sont poussées dans la machine, elles disparaissent. L'angle même de la rainure, c'est important, on ne peut pas faire trop incliné ni trop peu. Et quand il ouvre le tiroir, il voit ces petites pièces comme par magie. Et là, vous avez vos enfants qui sont émerveillés, au moins les 2 ou 3 premières fois. Après, ils s'en foutent. Du coup, je rigole et puis j'oublie. Alors, paf,
C'est un super projet, alors, très très complet, hein, ça m'a pris 2 mois de temps, c'est pas juste soirée week-end, hein, c'est plus de 2 mois de travail, 9h-18h, 5 jours par semaine en équivalent, et notamment parce qu'on touche à énormément de choses. Et alors, j'ai plein de choses encore à vous raconter, c'est pour ça que je vous invite à venir me rejoindre à l'Office Hour. Il y aura la machine, je vous la présenterai, vous pourrez la toucher, regarder un peu comment elle est à l'intérieur, et je répondrai à toutes vos questions que vous vous posez, parce qu'il y a vraiment plein de domaines différents auxquels on touche et qui sont super intéressants. Je vous remercie.